Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la continuité des cours que nous avons donnés sur les réseaux électriques, nous allons aujourd'hui, dans une première étape, aborder les différentes méthodes d'analyse d'un réseau, à savoir la méthode des mailles indépendantes et la méthode des nœuds. Dans un second lieu, nous allons donner les théorèmes fondamentaux nécessaires à l'analyse d'un réseau, qu'il soit électrique ou électronique. Sans plus tarder, nous commençons par le premier point. Donc, les méthodes d'analyse les plus couramment utilisées sont la méthode des mailles indépendantes et la méthode des nœuds. Alors, dans ces deux méthodes, par exemple, la méthode des mailles indépendantes, on entend le mot maille. Et dès qu'on parle de maille, on sous-entend la deuxième loi de Kirchhoff. Dans la méthode des nœuds, on entend le mot nœud. Et dès qu'on entend le mot nœud, on sous-entend la première loi de Kirchhoff. Donc, pour pouvoir bien comprendre ces deux méthodes d'analyse et pour pouvoir bien les appliquer, nous devons éventuellement maîtriser les lois de Kirchhoff, qui sont la première et la deuxième loi de Kirchhoff, l'une relative aux mailles, la deuxième relative aux nœuds. Mais pour comprendre les lois de Kirchhoff, il faudra connaître et bien connaître la loi d'Ohm. Donc, on commence par rappeler cette loi d'Ohm. La loi d'Ohm, elle a été déduite à partir d'observations expérimentales. Elle traduit la constance du rapport entre la différence de potentiel aux bornes d'un conducteur et le courant qui le traverse. Elle s'écrit comme étant V égale à RI. V étant la DDP aux bornes du conducteur, I, le courant qui traverse ce conducteur, bien sûr, à travers sa résistance au grand R. Bon, cette loi d'Ohm, pour bien l'écrire, pour bien l'utiliser, on est obligé de respecter les conventions de signes qui lui sont relatifs. En effet, on va voir que la loi d'Ohm s'écrit différemment selon que le courant électrique et la DDP soient opposés ou dans le même sens. Donc, on verra par exemple sur ce premier cas de figure où nous avons un dipôle de résistance R parcouru par un courant qui va de B vers A et aux bornes duquel nous avons une DDP qui va de A vers B. Dans ce cas, le courant I et la DDP sont dans deux sens opposés. Et la loi d'Ohm s'écrit donc VB moins VA égale à RI. Par contre, dans ce deuxième cas de figure, où nous avons un dipôle de résistance grand R parcouru par un courant I qui circule de A vers B, et aux bornes duquel vous avez une DDP VB moins VA qui va de A vers B. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le courant et la DDP sont dans le même sens. Dans ce cas, la loi d'Ohm s'écrit la DDP qui est égale à VB moins VA est égale à moins RI. Quand I et la DDP ont le même sens, on affecte la loi d'Ohm énoncée tout à l'heure par un signe moins. Alors, si on observe bien, si je multiplie les deux côtés des égalités, de notre égalité, par un signe moins, je vais avoir VA moins VB est égal à moins RI qui est égal à RI. Et VA moins VB serait à ce moment-là dans le sens contraire que I. Et donc, j'aurai VA moins VB est égal à RI directement, donc sans le signe moins. En fait, donc, ce n'est qu'une question de convention. C'est la même écriture, c'est la même loi, mais le fait d'avoir le courant et la DDP dans le même sens ou dans deux sens opposés nous fait donc intervenir un signe moins. Donc, on va tout de suite donc rappeler les lois de Kirchhoff. Donc, la première loi de Kirchhoff, elle est relative aux nœuds. On l'appelle loi des nœuds. Et elle s'énonce comme étant la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des courants qui en ressortent.
On va appliquer ceci sur un petit exemple. Voilà, par exemple, le nœud A. J'ai combien de nœuds qui arrivent? J'ai combien de courants qui arrivent à ce nœud? J'ai ici 2 courants. J'ai I1 et I3. Et combien de courants qui en ressortent? Il y en a 2. C'est I2 et I4. Donc, comment je traduirai cet énoncé sur cet exemple? Je dirais que la somme des courants qui arrivent, voilà, la somme des courants qui arrivent, les courants qui arrivent, donc c'est I1 plus I3, est égale à la somme des courants qui en ressortent. Donc, I1 plus I3 est égal à I2 plus I4. Donc, comment traduire mathématiquement cet énoncé? Mathématiquement, il est traduit ainsi. Il est traduit par le fait que, par la somme des courants I indice I allant de 1 jusqu'à N est égal à 0. Alors, N, c'est le nombre de courants qui arrivent au nœud. Alors, que représente I indice I? I indice I représente la valeur algébrique du IM courant. Et cette valeur serait affectée d'un signe plus lorsqu'elle arrive au nœud et affectée d'un signe moins lorsqu'elle en ressort. Donc, si je veux établir l'équation de ce nœud en utilisant cette équation mathématique, cette relation mathématique, c'est plutôt une relation. Donc, si je veux écrire l'équation de ce nœud, je vais dire que I1, donc plus I1, moins I2, plus I3, moins I4, est égal à 0. Et donc, cette équation et la première sont pratiquement, c'est les mêmes. Hein. C'est pas pratiquement, mais c'est les mêmes équations. D'accord? Donc, la deuxième loi de Kirchhoff, elle est relative aux mailles. Elle s'énonce comme étant une généralisation de la loi d'Ohm et se traduit mathématiquement par la relation somme des VR moins E est égale à 0. Qu'est-ce que c'est que VR? VR, ce n'est autre que la DDP au bord de chaque résistance du circuit. Et E, c'est la FEM ou FCEM du récepteur ou du générateur. Elle est affectée du signe du pôle du générateur par lequel on sort. Alors, habituellement, cette loi, on la trouve sous la forme somme des VI est égale à 0. Donc, la somme des DDP dans une boucle fermée est égale à 0, bien sûr en respectant le sens de parcours. Bon, que vous écriviez somme des VI égale à 0 ou que vous écriviez somme des VR moins E est égale à 0, c'est en fait la même chose. Là, on n'a fait que distinguer entre les DDP aux bornes des éléments passifs et les FEM et FCEM des éléments actifs. Voilà. Et donc, sans plus tarder, on va passer aux méthodes d'analyse des réseaux. On commence par la méthode des mailles indépendantes. Alors, le but de cette méthode, c'est la détermination des courants circulant dans les différentes branches du circuit. Les étapes à suivre pour l'établissement des équations des mailles indépendantes consistent, premièrement, à énumérer les mailles indépendantes dans le réseau. Deuxièmement, à affecter à chaque maille indépendante I un courant fictif, I indice I, auquel un sens lui est affecté. On choisira, par exemple, le sens des aiguilles d'une montre. Troisièmement, on doit appliquer la deuxième loi de Kirchhoff à chaque maille indépendante, et ce, après lui avoir choisi arbitrairement un sens de parcours. Et enfin, après avoir établi les différentes équations et après les avoir ordonnées, nous devons résoudre le système d'équations par la méthode de Cramer ou la méthode qui vous conviendra, avec comme inconnu le courant fictif I. Nous allons montrer sur un exemple comment énumérer les mailles indépendantes dans un réseau. On donne un exemple. Par exemple, voilà, le réseau que voici. Alors, il y a combien de mailles dans ce cas? D'après vous, il y a combien de mailles? Moi, je dirais qu'il y a une première maille ici, délimitée par E1, R1 et R4. Une seconde maille délimitée par R4, R2 et R5. Et une troisième maille délimitée par R5, R3 et E2. Donc, nous avons 3 mailles indépendantes. Vous pourriez me dire, mais la grande maille délimitée par E1, R1, R2, R3 et E2 est une maille. Pourquoi ne pas la comptabiliser? En effet, la grande maille est une maille
mais ce n'est pas une maille indépendante par rapport aux autres. Parce que si je dois combiner la maille 1 avec la maille 2 avec la maille 3, je retrouverai la grande maille. Si je dois combiner la maille 1 avec la maille 2, je retrouverai cette maille qui est délimitée par E1, R1, R2 et R5. D'accord? Donc, à chaque fois que je combine des mailles indépendantes, je trouve d'autres mailles qui ne sont pas forcément indépendantes. Donc, pour notre méthode, on se contentera de prendre en compte que les mailles indépendantes, qui sont dans ce cas la maille 1, la maille 2 et la maille 3. La seconde étape consiste à affecter à chaque maille indépendante un courant fictif. En effet, comment le faire? On garde le même exemple. Donc, cette première maille qui est délimitée par E1, R1 et R4 serait parcourue par un courant de maille I1. Ce courant de maille circule dans toute la maille. Ce n'est pas forcément le même courant qui circulerait dans les branches de cette maille. En effet, donc, si j'affecte le courant I1 à cette première maille, je fais faire de même pour la maille 2. Donc, je lui affecte un courant I2. Et je vais faire idem pour la maille 3. Donc, elle serait affectée par un courant I3. Mais, si je regarde la branche R4 qui est commune entre la maille 1 et la maille 2, elle est parcourue par quel courant? Parce que, comme la maille 1 est indépendante des autres, je dirais que le courant I1 circule dans R4, effectivement. Mais R4, elle fait partie aussi de la maille 2. Donc, elle va être parcourue par le courant I2. Donc, le courant qui va circuler dans R4 serait la combinaison du courant de la première maille et de la deuxième maille, du fait que cette branche est commune entre les deux mailles. C'est pour cela qu'il faut faire très attention que le courant de maille n'est pas forcément le courant de branche. Donc, dans la méthode des mailles, on détermine les courants des mailles et on déduit par la suite les courants des différentes branches. C'est comme le cas pour le courant qui circule dans la résistance R5 ici. Regardez, la résistance R5 est commune entre la maille 2 et la maille 3. Et donc le courant qui va circuler dans R5 est une combinaison du courant de la maille 2 et du courant de la maille 3. C'est-à-dire, c'est une combinaison de I2 et de I3. Comme on va le voir par la suite. Sans plus tarder, on va passer à la méthode des nœuds. La méthode des nœuds, dont le but est de déterminer les DDP aux bornes de chaque branche du circuit, les différences de potentiel. Alors, les étapes à suivre, comme pour la méthode des mailles, elles consistent dans une première étape à énumérer les nœuds dans le réseau, dans une seconde étape à affecter à chaque nœud I un potentiel VI, d'appliquer la première loi de Kirchhoff à chaque nœud, et ce, par application de la loi d'Ohm, et ce, bien entendu, et j'insiste, en respectant la convention de signe de la loi d'Ohm. Ensuite, après avoir obtenu un système d'équations, on devrait l'arranger et le résoudre par la méthode de Cramer, avec comme inconnu le potentiel de chaque nœud. Enfin, on va déduire à partir des potentiels VI obtenus les courants qui circulent dans chaque branche du circuit. Pour bien élucider donc ces deux méthodes, nous allons donc passer à un exemple. Nous allons résoudre ce problème en utilisant dans une première étape la méthode des mailles et dans une seconde étape la méthode des nœuds. Le problème, il consiste à faire quoi? Il consiste à déterminer le courant I qui circule dans la résistance R5 de ce circuit qu'on vient de voir tout de suite. Alors, on va commencer donc par la méthode des mailles. Il y a combien de mailles dans ce circuit? Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le même circuit. Il y en a 3 mailles. Donc, j'ai une première maille, une deuxième maille et une troisième maille. À chaque maille, nous allons affecter un courant I1, un courant I2 et un courant I3. Donc, après avoir choisi des courants fictifs, on écrit les équations des 3 mailles. Mais comment les écrire vu que la branche R4, dans la branche R4, circule une combinaison de I1 et I2. I1 et I2 ne sont pas forcément dans le même sens. Dans R4, I1
il va de A vers la masse et I2, il va de la masse vers A. Donc, comment choisir? Est-ce que je vais prendre que c'est I1 moins I2 ou bien I2 moins I1? C'est la même chose pour le courant qui circule dans R5. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On fait des suppositions. On suppose, par exemple, que I1 serait supérieur à I2 serait supérieur à I3. Ceci ne veut pas dire que notre supposition est vraie. Selon le résultat auquel on va arriver, on va confirmer est-ce notre choix était judicieux ou pas. Donc, sans plus tarder, on va essayer donc d'écrire, par exemple, l'équation de la première maille. Donc, avant d'écrire l'équation de la première maille, on va appliquer donc la deuxième loi de Kirchhoff relative aux mailles. Et pour cela, on doit choisir un sens de parcours de la maille. Donc, si je choisis comme sens positif toujours le sens des aiguilles d'une montre, je vais remarquer que la DDP aux bornes du générateur, donc la FEM-E1, est dans le même sens que le sens de parcours choisi. Donc, j'écrirai que E1 serait égal. Alors, le courant qui circule dans R1, c'est I1 dans ce sens. Donc, la DDP, elle est dans le sens contraire. Elle est dans le sens contraire du sens de parcours. Donc, c'est E1 moins R1 I1. Et la résistance R4 serait parcourue par I1 moins I2 si je prends en compte cette supposition. Et I1 moins I2 est vers le bas. Donc, la DDP serait vers le haut et elle est toujours dans le sens contraire du sens positif choisi. Et donc, l'équation de ma maille serait E1 moins R1 I1 moins R4 I1 moins I2 égale à 0. Donc, la somme des DDP est égale à 0. D'accord? Et donc, je fais idem pour la deuxième maille, pour la troisième maille. Le système d'équations obtenu est le suivant, après l'avoir arrangé bien sûr. On obtient ce système d'équations. Après avoir remplacé les valeurs des résistances, on aboutit à un système de 3 équations à 3 inconnus. La détermination des courants consiste à déterminer donc les déterminants globaux du système et les déterminants partiels relatifs à chaque inconnu. Donc delta 1, delta 2 et delta 3. Dans notre cas, c'est le courant I qu'on doit déterminer, on l'a dit tout à l'heure. Et donc, le courant I serait égal à I2 moins I3. Donc, il suffit de calculer I2 et I3 en appliquant donc les méthodes de résolution. Donc, c'est le déterminant partiel sur le déterminant global. Et dans chaque cas, je trouve I2, je trouve I3 et je déduis le courant grand I qui est égal à 0,6 mA. Alors, je rappelle que le détail de ce calcul, il est donné sur le document qui vous a été remis. Donc, par la méthode des mailles, on trouve le courant qui circule dans la résistance R5 égal à 0,6 mA. On va essayer de retrouver ce résultat avec la méthode des nœuds. Donc, passons à la deuxième question. Pour pouvoir donc déterminer le courant qui circulerait dans la résistance R5 par la méthode des nœuds, nous commençons bien entendu par repérer les nœuds. Nous avons 2 nœuds. À chaque nœud, un potentiel est affecté. Donc, au nœud A, on affecte un potentiel VA et au nœud B, on affecte un potentiel VB. Et pour établir les équations relatives à chaque nœud, nous devons donc faire le bilan des courants au niveau de chaque nœud. Par exemple, au niveau du nœud A, on a le courant qui circule dans R1, je vais le supposer entrant, et les 2 autres sortants. Donc, peu importe, vous pouvez choisir comme vous voulez. Vous pouvez mettre le courant qui passe dans R1, par exemple, sortant du nœud, il n'y a aucun problème. Il faudra seulement respecter la convention de signe par rapport aux différences de potentiel. Donc, si je prends le courant dans ce sens, je dois prendre la différence de potentiel dans ce sens pour éviter le signe moins. Et si je le prends dans le sens contraire, c'est-à-dire je le prends sortant, je dois avoir une DDP comme ça.
pour écrire que V égale à RI directement pour éviter le signe moins. Donc, si j'adopte cette façon de faire, donc les potentiels seraient tous contraires au courant choisi. Donc, courant arrivant au nœud, la DDP, elle en sort. Le courant, il sort du nœud, la DDP, la flèche, elle va vers le nœud, etc. Donc, si j'écris la première équation de ce système, c'est-à-dire l'équation du nœud A, je vais avoir donc E1 moins VA sur R1. E1, c'est ce potentiel, moins VA, donc c'est cette DDP, divisé par R1 va me donner ce courant. Ce courant qui entre au nœud va être égal au courant qui en sorte, donc au courant qui passe dans R4, c'est VA sur R4, plus le courant qui sort du nœud et qui circule dans R2, et qui serait égal à VA moins VB sur R2. Je fais la même chose au niveau du nœud 2. Et le remplacement des valeurs des résistances par les valeurs numériques nous donne ce système de deux équations à deux inconnues qui est très facile à résoudre. Et donc, est-ce qu'on aurait besoin de déterminer VA? Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, le courant que je recherche, c'est le courant qui passe dans I. Qui passe dans R5, pardon. Donc, le courant qui passe dans R5 serait VB sur R5. Mais là, c'est l'objet de la troisième question. Dans la deuxième question, on nous demande de déterminer le potentiel VB aux bornes de R5. Donc, on n'est pas obligé de déterminer le potentiel VA. Donc, si je détermine donc en utilisant toujours la méthode de Cramer ou n'importe quelle autre méthode, vous allez trouver donc que la DDP aux bornes de la résistance R5 serait égale à 1,2 volts. Alors, une remarque très importante ici, c'est le delta, le déterminant, il n'est pas adimensionnel. Le déterminant, c'est des millisiemens au carré. Par contre, le déterminant partiel, c'est des volts millisiemens au carré. D'accord? Et donc, quand vous allez diviser delta VB sur delta, les millisiemens vont disparaître et vous allez avoir des volts. Il faut faire très très attention aux unités. Donc, VB est égal à 1,2 volts. Maintenant, en dernier, on nous demande de confirmer les résultats trouvés dans la question numéro 1. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Pour confirmer, il suffit de recalculer le courant qui passe dans la résistance R5 en faisant tout simplement, en appliquant la loi d'Ohm au niveau de R5, VB égale à R5I, et donc I c'est VB sur R5. Alors VB c'est 1,2, R5 c'est 2 kg, et je retrouve 0,2 mA. Et les résultats trouvés, donc les résultats trouvés par les deux méthodes, à savoir la méthode des mailles et la méthode des nœuds, sont semblables, sont identiques. Et donc, il n'y a aucune erreur apportée par rapport à l'utilisation de l'une ou de l'autre des méthodes. Nous allons sans plus tarder passer au deuxième point du cours d'aujourd'hui, qui consiste à donner les théorèmes fondamentaux nécessaires à l'analyse d'un réseau électrique. Donc, l'analyse d'un réseau électrique ou électronique repose en plus des méthodes des mailles et des nœuds sur des théorèmes fondamentaux dont nous citons les plus importants. Pardon. Donc, le premier, c'est le théorème de superposition que vous connaissez. Vous avez vu l'année passée en physique 2. Le théorème de réciprocité et enfin le théorème de Thevenin et de Norton. Vu l'importance de ce dernier théorème, un accent particulier sera mis dessus. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce que c'est que le théorème de Thevenin et de Norton? Son objectif, c'est quoi? L'objectif de ce théorème est de ramener n'importe quel circuit linéaire, qu'il soit électrique ou électronique, vu entre deux points A et B, à un circuit le plus simple possible, qui serait constitué d'un générateur de tension aux bornes des points A et B, aux bornes desquelles il est vu, et ce générateur serait appelé générateur de Thevenin, ou d'une source de courant entre les mêmes bornes et qui serait appelé générateur de Norton.
Donc, dans le cas où ces deux générateurs sont réels, ils seraient équivalents, comme on l'a vu dans un précédent cours. Et donc, ils sont équivalents lorsqu'ils sont réels. Et donc, n'importe quel réseau, aussi compliqué soit-il, donc le réseau linéaire ici, il est représenté, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, c'est ce boîtier jaune. Il peut être l'un des circuits les plus compliqués possibles. Eh bien, quelle que soit la complexité du réseau, il serait ramené soit à un générateur de Thévenin, donc une maille unique, soit à un générateur de courant appelé générateur de Norton. Les deux étant équivalents, donc c'est le générateur de Thévenin est un circuit le plus simplifié possible du réseau, le générateur de Norton est un circuit le plus simplifié possible du réseau. Alors, les conditions d'équivalence entre les deux sources obtenues, c'est-à-dire source de Thévenin et source de Norton, elles sont données donc par les formules habituelles. Le débit de Norton, c'est E de Thévenin sur R Thévenin, et la résistance de Norton, c'est la résistance de Thévenin. Pardon. Donc, sans plus tarder, on va passer à la détermination des éléments des générateurs de Thévenin et de Norton. Donc, comment déterminer le générateur de Thévenin? Alors, le réseau linéaire, c'est celui-là. J'enlève la charge, je l'ai enlevée, et je l'ai remplacée par un circuit ouvert. D'accord? Donc, la FEM de Thévenin, elle va représenter la DDP entre les points A et B. Pour la calculer, il suffit donc de remplacer la charge par le vide, par le circuit ouvert, par la charge infinie, et ensuite de calculer la DDP entre ces deux points. Ce qu'il y a d'important à dire et de noter, c'est que lorsque le circuit est ouvert, il n'y a plus de courant qui passe. Et c'est cette annulation du courant qui va apporter énormément d'informations et de simplification à nos calculs. On va voir comment déterminer la FEM de Thévenin sur un exemple tout à l'heure. Donc là, c'est un peu théorique, c'est la méthode générale de calcul de E de Thévenin. Alors, pour déterminer la résistance de Thévenin, donc il faudra tout d'abord neutraliser les sources indépendantes. Vous savez très bien, vous connaissez très bien la différence entre une source indépendante et une source contrôlée. On déconnecte la charge et on la remplace par un couple UI. Et le rapport U sur I donnera la résistance de Thévenin. Donc, le schéma qui va avec, c'est que je garde le réseau tel qu'il est, j'enlève la charge et je la remplace par le couple UI. Et le rapport R de Thévenin égale U sur I, c'est l'objectif à atteindre. Alors maintenant, au niveau de la source d'alimentation, comment on va neutraliser la source indépendante? Alors, une source indépendante peut être donc une source de courant, une source de tension. Alors, si c'est une source de tension, alors comment je la neutralise? Je remplace la FEM par un court-circuit, donc j'annule la FEM et je maintiens la résistance interne. Par contre, si c'est une source de courant, je la remplace par un circuit ouvert, le débit, je le remplace par un circuit ouvert et je laisse la résistance interne. Et c'est ainsi qu'on neutralise une source indépendante, qu'elle soit source de courant ou une source de tension. Maintenant, comment déterminer le débit de Norton, du générateur de Norton? C'est tout simple, je remplace donc la charge, je la remplace par un court-circuit. Donc, dans la FEM de Thévenin, je l'ai remplacée par un circuit ouvert. Dans la résistance de Thévenin, je l'ai remplacée par le couple UI. Et lors du calcul du débit de Norton, je la remplace par un court-circuit. Et le courant de court-circuit, c'est le courant de Norton. Donc, comme c'est bien dit ici. Mais, il y a une remarque à faire, et une remarque très très importante, c'est que le courant de Norton, ou le courant de court-circuit, il est pris de A vers B et non pas de B vers A. Donc, il est toujours du haut vers le bas. Il est de haut vers le bas. Ne jamais prendre ICC de la masse vers le point de sortie. De haut en bas. De haut en bas. D'accord? Donc, le générateur, le débit de Norton, il est calculé, il est tout simplement égal, donc, courant circulant dans le court-circuit qui remplace la charge. Donc, pour illustrer, avant d'illustrer ceci par un exemple,
On rappelle tout simplement que les deux générateurs sont équivalents et donc la résistance de Norton, c'est la même que la résistance de Thévenin. Pour illustrer tout ce que je viens de dire, on va l'illustrer sur un exemple. Un exemple qui comporte donc une source indépendante E et une source de courant contrôlée par la tension. Donc GV, c'est une source de courant contrôlée par la DDP aux bornes de la résistance R. On nous demande dans cet exemple de donner le schéma équivalent le plus simple possible à ce circuit. Donc, comme on vient de le voir, le schéma le plus simple possible peut être soit un générateur, un circuit de Thévenin, soit un circuit de Norton. Donc, dans les deux cas, donc, soit vous dites le circuit le plus simple, c'est un circuit de Thévenin, c'est correct. Si vous dites que le circuit le plus simple, c'est le circuit de Norton, c'est correct, il n'y a aucun problème. Mais là, on va donner les deux solutions pour vous habituer un peu, vous montrer comment on procède au calcul des éléments de ces générateurs. Donc, on va commencer par le calcul de la FEM de Thévenin. Alors, on enlève la charge du circuit, on la remplace par un circuit ouvert et la DDP aux bornes du circuit ouvert représente la DDP de Thévenin. Donc, un conseil, c'est que lorsque vous devez calculer des éléments de Thévenin et de Norton, vous devez toujours commencer par l'endroit où des changements physiques ont été opérés. En effet, par exemple ici, moi, j'ai ouvert le circuit. Donc, les changements, ils sont dus à l'ouverture du circuit. Donc, je vais commencer par la sortie et on va de l'avant. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que la FEM de Thévenin? Je vais voir. Donc, la FEM de Thévenin, c'est la DDP aux bornes de AB. Le point A, je le retrouve ici, je le retrouve ici. Donc, E de Thévenin, ce n'est pas autre chose que RI. Ensuite, c'est quoi RI? RI, je ne le connais pas. Il faut que je le détermine. Je le déterminerai par l'écriture du nœud N1 qui nous donne, donc dans l'équation nous donne GV qui arrive au nœud égale au courant I qui en sort plus le courant V sur R qui en sort. En écrivant aussi la grande maille, j'ai E de Thévenin moins E, c'est la DDP aux bornes de R. Donc V, c'est cette DDP qui est égale à E de Thévenin moins E qui est égale à la DDP en ce point. En combinant ces équations, on arrive à l'expression de la FEM de Thévenin qui est égale à 1 moins GR sur 2 moins GR fois E. Et donc, en appliquant numériquement la valeur de GR donnée, on trouve E de Thévenin égale à E sur 3. Sans plus tarder, on passe au calcul de la résistance de Thévenin. La résistance de Thévenin, donc je remplace la charge par le couple UI. Je neutralise la source indépendante, dans notre cas c'est E. R joue le rôle de la résistance interne de cette source. Donc je maintiens R et je remplace la FEM E par un court-circuit. Et le rapport U sur I représentera notre résistance de Thévenin qu'on devra déterminer. Ici aussi, on commence par l'endroit où on a opéré des changements physiques. Donc là, j'ai remplacé la résistance de charge par le couple UI. Donc, je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, je vais écrire le nœud N1. Plutôt, avant d'écrire le nœud, pardon, on va définir ce que c'est que la tension U. La tension U, c'est la tension aux bornes entre A et B. Le point A, je le retrouve ici. Je le retrouve ici aussi. Donc, la tension U, elle est aux bornes de R. Et donc, c'est égal à RI par application de la loi d'Ohm. Ensuite, j'écris la grande maille. La grande maille, elle me donne que U, la tension U, moins V plus 0 égale à 0. Ceci voudra dire que U égale à V. D'accord? Et j'écris l'équation du nœud. L'équation du nœud, alors le nœud, il est là. C'est le même que le point A. Tout ça, c'est le même point. Donc, le courant qui arrive, c'est I. Le courant qui arrive, c'est GV. Donc, I plus GV. Petit I en sort. Donc, moins I égale au courant qui sort, égale à VR.
J'aurais pu écrire GV plus I moins petit I moins V sur R égale à 0. J'aurais pu écrire les courants qui arrivent égale aux courants qui en sortent, c'est-à-dire I plus GV égale à petit I plus V sur R. Ces trois équations, en fait, elles sont identiques. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Et donc, la combinaison de ces trois relations me permet de déterminer le rapport U sur I et d'en déduire la résistance R de Thévenin qui est égale à R sur 2 moins GR. Donc, numériquement, en remplaçant numériquement la grandeur GR, on trouve que R de Thévenin, c'est 2/3 de R. Enfin, nous allons déterminer le courant de Norton. Donc, pour ce faire, comme les précédents cas, nous allons remplacer la charge par un fil, donc un court-circuit, et le courant de court-circuit, qui est égal au courant de Norton, comme je l'ai dit tout à l'heure et j'ai insisté, c'est le courant qui va de A vers B, donc on va de haut en bas, d'accord? Et donc, on commence par l'endroit où on a effectué des changements. L'équation du nœud, le fait d'avoir changé d'avoir remplacé la charge par un fil me donne un courant IN ici et un courant nul dans la résistance R. En effet, puisque la DDP aux bornes de R, c'est la même DDP aux bornes du court-circuit. Donc, notre nœud comportera 3 branches. Donc, l'équation du nœud, elle va s'écrire GV qui arrive est égal aux deux courants qui en sortent, c'est-à-dire la somme des deux courants qui en sortent, c'est-à-dire ICC plus V sur R. Ensuite, si j'écris l'équation de la grande maille, je vais avoir E plus V égale à 0. E plus V ici, pardon, il y a une petite erreur de frappe. C'est E plus V et non pas E moins V. Donc, E plus V égale à 0. Et donc, l'expression de ICC serait M moins GR sur R fois E. Donc, l'expression, elle est correcte. Elle ne dépend pas de ça. Là, c'est seulement une erreur de frappe. Donc, si je remplace numériquement GR, je trouve que le débit de Norton, c'est E sur 2R. Maintenant, on va essayer de vérifier l'équivalence entre les deux générateurs. Pour cela, nous allons calculer le rapport E de Thévenin sur R de Thévenin. Donc là, j'ai fait exprès de maintenir des couleurs différentes. Donc E de Thévenin, c'est en orange, R de Thévenin, c'est en blanc et ICC, c'est en bleu. Donc si je fais le rapport E de Thévenin sur R de Thévenin, donc E de Thévenin sur R de Thévenin, 2 moins GR disparaîtra avec 2 moins GR et j'aurai 1 moins GR sur R fois E. Et c'est la relation de IN qu'on a trouvée. Et ainsi, l'équivalence des deux générateurs est vérifiée. Voilà. Donc, ainsi se termine le cours d'aujourd'hui. Les questions seraient les bienvenues, les remarques aussi. Et donc, la prochaine fois, bi'idnillah, on abordera donc les réseaux, mais cette fois-ci en régime variable. Le régime variable qu'on étudiera, donc, c'est le régime alternatif sinusoïdal. Et un accent sera mis sur les circuits résonants série. Donc, sans plus tarder, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis au prochain cours, bi'idnillah. À très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.